l'écoute des Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. L'AGFO s'impose au Mali. Quand vous n'avez pas les nouvelles technologies de l'information, vous ne pouvez pas vous développer. Ces propos sont du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga lors du conseil d'administration de la structure. Le Premier ministre a exhorté l'agence de gestion du Fonds universel à poursuivre la couverture téléphonique et Internet du pays au bonheur des populations. Après la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, le ministre en charge de la réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagé, a réuni autour de la table les mouvements républicains signataires de l'accord. Ils approuvent la fin de l'accord et promettent de tout mettre en œuvre avec le gouvernement pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Le point, c'est avec Mohamed Kayantao. Au Burkina Faso, depuis quelques jours, la délégation du Conseil national de transition y séjourne et cette délégation est partie à la rencontre des Maliens établis au pays des hommes intègres. Les échanges ont été sans filtre et nos compatriotes soutiennent la transition. Le point, ce sera avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Brahma Traoré. À Sikasso, c'est parti pour le festival Mamelon 4e édition. Un festival pour recoudre le tissu social, favoriser le brassage culturel et promouvoir les produits made in Mali. Moussokoro Sérémé nous en parlera. En sport, on parlera de la 15e journée du championnat national de football Ligue 1, mais également de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Après 2 jours de pause, la compétition reprend ses droits aujourd'hui avec les 8e de finale et 2 affiches sont au programme à 17h Angola-Namibie et à 20h Nigeria-Cameroun, 2 nations qui partagent entre elles 8 Coupes d'Afrique des Nations. Le sport, ce sera en fin de journal avec Famourou Djourté. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Samedi 27 janvier 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je le disais dans les titres, la 8e session du conseil d'administration de l'AGFO a été placée sous le signe de la continuité de l'intensification des activités. Dotée d'un budget de plus de 41 milliards de francs CFA, l'agence de gestion du Fonds universel poursuivra l'extension de la couverture téléphonique de tout le pays, mais également Internet, les cases Wi-Fi mobiles, les centres d'accès universel et beaucoup d'autres projets pour le bonheur des populations. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, président du conseil d'administration de l'AGFO, a demandé aux administrateurs de penser aux plus pauvres et aux plus éloignés de nos compatriotes dans le cadre de l'accès aux services universels. Les détails, c'est avec Al-Husseini Touré de la presse de la primature. Cette 8e session se tient au siège de l'AGFO dans une nouvelle salle de conférence baptisée Salle de conférence Dr Choguel Kokala Maïga pour rendre hommage au président du conseil d'administration pour ses efforts dans le développement des activités de l'AGFO. Quant au budget de l'AGFO, il s'élève à environ 41 milliards avec comme priorité la poursuite et l'intensification des actions entamées en 2023. Boubacar Sako, directeur général de l'AGFO. Nous sommes sortis de cette session, en tout cas renforcée par le conseil d'administration, d'être encore plus ambitieux et de penser vraiment aux populations maliennes à qui les fonds sont destinés. Pour ce faire, nous allons cette année encore accompagner la couverture du territoire en moyens de télécommunications pour les personnes en zone rurale et éloignées qui ne disposent pas encore de réseau téléphonique. Mais nous allons aussi, dans le cadre de la promotion de l'accès au TIC, penser à outiller des structures ou bien en tout cas des écoles, des centres d'accès universel, comme on l'a fait récemment, et puis encore des cases Wi-Fi pour les enfants en bas âge qui sont au niveau de l'école fondamentale. Mais en plus de tous ces investissements, il y a des investissements qui sont orientés vers le secteur public, parce que certaines activités du secteur public touchent à toutes les populations. Le Premier ministre a demandé aux administrateurs de mettre l'accent sur l'accès des plus pauvres et des plus éloignés. Ce que je demande d'investir plus l'argent dans ce quoi ça ne doit pas être fait. Deuxièmement, donner priorité à l'armée et à l'administration. Si un lieu est conquis que l'administration arrive aujourd'hui à faire son propre réseau de communication, si un lieu est conquis que le ministère de la Défense arrive à faire son propre réseau de communication qui peut même être secours pour le reste de l'administration, et ça c'est de l'accès universel par excellence. L'AGFO est en train
s'imposer au Mali. Quand vous n'avez pas l'été ici, vous ne pouvez pas vous développer. L'AGEFO devra dans 2 ans se doter d'un nouveau siège propriété de l'État. Les administrateurs ont formulé des recommandations dans le sens de diligenter la mise en œuvre des activités ainsi programmées. Le processus de dialogue intermalien se poursuit. Le ministre en charge de la réconciliation a rencontré les mouvements républicains. Il s'agit des signataires de l'accord d'Alger, à l'exception de la CMA, à savoir la plateforme, les mouvements de l'inclusivité et la coordination des mouvements de l'inclusivité. Avec le colonel-major Ismaël Ouagé, il a été question de la poursuite du processus de paix après la fin de l'accord d'Alger et la lutte contre le terrorisme. Les mouvements signataires approuvent la décision du gouvernement et mettront tout en œuvre pour aider le gouvernement à combattre le terrorisme. Mohamed Kayantaou. Quelques heures après l'annonce du gouvernement mettant fin à l'accord d'Alger, le ministre en charge de la réconciliation nationale rencontre une centaine de représentants des mouvements signataires du dit accord. Il s'agit des mouvements de l'inclusivité, la plateforme des mouvements du 14 juin 2014, le Front populaire de l'Azawad et la coordination des mouvements de l'inclusivité. Regroupés en républicains, les responsables de ces mouvements approuvent la décision du gouvernement et lui réitèrent leur accompagnement à poursuivre le processus de paix. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président des mouvements de l'inclusivité. Il faut reconnaître que c'est avec beaucoup de joie et de satisfaction que nos populations et les mouvements républicains ont accueilli ce communiqué. Ce qui est arrivé dans cet accord, c'est qu'il est devenu inapplicable à un moment donné, à cause de beaucoup d'ingérences, beaucoup de mains extérieures et souvent même des mains invisibles. Youssouf Ag Mohamed, président de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014. C'est une rencontre qui a permis d'apaiser toutes les inquiétudes des uns et des autres depuis l'annonce du gouvernement. Donc nous sommes très comblés en réalité, nos attentes ont été atteintes. L'adhésion au processus intermalien nécessite des propos conciliateurs. C'est pourquoi ces mouvements républicains ne tarissent pas d'arguments pour appeler au sursaut national. Mohamed Ataeb Sidibé, président de la coordination des mouvements de l'inclusivité. Le fait que l'accord soit caduc ne signifie pas qu'il y a une belligérance ou c'est de l'État contre les mouvements sur le terrain, que le dialogue sera nationalisé et inclusif bien sûr. Entendre par nationaliser la communauté internationale ne fait aucune intrusion et il n'y aura aucune ingérence entre les Maliens. Fera en sorte que des Maliens se retrouvent, se mettent ensemble et qu'on puisse trouver une solution à la malienne. Hassan Agmedi, secrétaire général du Front populaire de l'Azawad. Je lance d'abord un appel que c'est le moment de prouver leur patriotisme. C'est le moment d'apporter leurs aides à ces pays pour qu'ils se relèvent. Le ministre Ouagé rappelle tout de même la nécessité de poursuivre le processus de paix, même avec la fin de l'accord d'Alger. Ça ne veut pas dire que le gouvernement de transition va se mettre en belligérance avec les populations du Nord et les mouvements signataires qui sont restés du côté de l'État. Nous ne sommes pas dans une dynamique de dire que l'accord est fini, on va commencer la guerre. Nous n'avons jamais fait la guerre avec qui que ce soit. Mais nous luttons contre le terrorisme et nous comptons sur les uns et les autres pour nous appuyer à lutter contre le terrorisme. La décision de mettre fin à l'accord veut dire tout simplement que le gouvernement a décidé de rendre le processus national. S'agissant toujours de la lutte contre le terrorisme, le ministre en charge de la cohésion nationale conclut que la résolution des Nations Unies demande à tous les signataires de l'accord d'Alger de se désolidariser de tout mouvement terroriste. Le gouvernement malien, la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 et la coordination des mouvements de l'Azawad CMA ont signé en 2015 cet accord. C'est pour mettre fin à la rébellion. Après 8 ans, pas de grands changements en termes de mise en œuvre, la quasi-totalité des engagements pris sont restés lettres mortes. C'est dans ce contexte que les autorités de la transition ont mis fin avec effet immédiat à cet accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. L'annonce a été faite jeudi 25 janvier 2024 dans le journal de 20h de ORTM1 par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le rappel de cet accord, c'est avec Garibou Pérou.
Signé le 15 mai 2015 par le gouvernement malien, la plateforme et la médiation internationale, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger est parachevé à Bamako. C'était le 20 juin 2015 par la coordination des mouvements de l'Azawad. L'accord comprend un préambule, 7 titres, 20 chapitres, 68 articles et 3 annexes. Il repose sur les volets politico-institutionnels, défense et sécurité, développement socio-économique et culturel, et réconciliation, justice et les questions humanitaires. Les parties à l'accord et la médiation internationale se sont engagées à éliminer définitivement les causes profondes du conflit et à promouvoir une véritable réconciliation nationale, à lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, mais et surtout à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire, à la forme républicaine et laïque de l'État malien. Des engagements rappelés dans le premier titre de l'accord. Dans le calendrier de mise en œuvre, l'accord a connu des retards malgré la période intérimaire de 18 à 24 mois, malgré les fréquences des rencontres. Les raisons de ces retards pour beaucoup sont dues à certaines parties à l'accord qui s'inscrivaient dans une démarche de se tailler la part du gâteau. C'est ce qui a conduit à des sempiternels jeux de négociation. Dans une situation de ni guerre ni paix et inversement, les parties décident de mettre en place les autorités intérimaires et les patrouilles mixtes, censées aider à créer un climat de confiance. Péniblement installées et déployées au cours de l'année 2017, les autorités intérimaires devaient être mises en place dans un délai de 3 mois après la signature de l'accord au niveau des communes, des cercles et des régions du nord du Mali. Quant aux patrouilles mixtes, elles devaient être déployées et opérationnelles après la mise en place du mécanisme opérationnel de coordination MOC dans un délai de 2 mois après la signature de l'accord. À tout cela s'ajoutent les protestations des membres de la société civile et des groupes armés qui se considèrent exclus de l'accord. Malgré tout, les patrouilles mixtes et les autorités intérimaires sont laborieusement mises en place mi-2017. En plus des négociations sans fin entre les parties, le premier camp des patrouilles mixtes installé à Gao en janvier 2017 fait l'objet d'un attentat qui porte un grand coup au processus de paix. Après 8 ans d'application, il faut reconnaître que l'accord a du mal à atteindre sa vitesse de croisière du fait de certains acteurs signataires, d'où la décision des autorités de la transition sous le leadership du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Colonel Ablaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Face à un accord de paix incompris par certains et délibérément saboté par d'autres, les autorités de la transition prennent leurs responsabilités. 13h11 au Burkina Faso, depuis quelques jours, la délégation du Conseil national de transition CNT a rencontré les Maliens établis dans le pays. Il s'agit de s'assurer des conditions de vie de nos compatriotes et de partager avec eux, c'est-à-dire les Maliens établis au Burkina Faso, la situation du pays. La diaspora malienne du Burkina salue la création de l'Alliance des États du Sahel. Le point, c'est avec nos envoyés spéciaux au Burkina Faso, Brima Traoré et Adama Kamara. Dans la maison du Mali, la délégation du Conseil national de transition à l'écoute des Maliens établis au Burkina Faso, un rendez-vous qu'elle ne pouvait ne pas honorer au regard de la place de nos compatriotes dans la construction nationale. Dara Arakitala, 5e vice-président du CNT, chef de la délégation. Nous ne pouvions pas nous permettre de ne pas rencontrer les Maliens établis à l'extérieur. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas physiquement dans le pays que vous êtes moins malien que nous et que vous avez moins de droits que ceux qui sont établis physiquement dans le pays. Et nous sommes là pour vous transmettre des messages d'encouragement, des messages de félicitations des plus hautes autorités pour votre soutien aux œuvres de la transition pour l'émergence de notre pays. Un pays qui connaît des moments difficiles, occasion pour la délégation du CNT de partager avec nos compatriotes la situation politique et sécuritaire nationale, tout en renouvelant leur soutien aux autorités de la transition dans la gestion de cette crise. Les Maliens du Burkina saluent également la création de l'Alliance des États du Sahel.
Abdoulaye Maïga, président du conseil des bases des Maliens du Burkina Faso. Nous sommes très satisfaits et nous saluons les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et nous faisons des bénédictions pour ces chefs d'État. Aujourd'hui, nos vœux ont été exaucés. Les États du Sahel, Oumar Sako, chargé d'affaires de l'ambassade du Mali au Burkina Faso. Votre séjour à Ouagadougou, au-delà du partage d'expériences parlementaires, conforte les relations bilatérales qui existent entre nos deux pays et renforce la coopération entre nos institutions législatives, ainsi que la solidarité entre nos peuples. Peuples qui sont déterminés à accompagner les pouvoirs en place pour faire face à certaines difficultés, dont les tracasseries routières et le litige foncier. Ces questions ont été évoquées au cours de cette rencontre intermalienne. Abouakar Sidiki Kone, président de la commission en charge des Maliens établis à l'extérieur du CNT. Nous les avons rassurés que les autorités, leur leitmotiv est que tous les Maliens soient traités sur le même pied d'égalité. Les nouveaux textes qui ont été pris, notamment la Constitution et d'autres textes qui sont en préparation, seront de nature à faire en sorte que ces vieilles pratiques ne soient que de mauvais souvenirs. Ils ont également évoqué le problème de litige foncier, qui était une épine dans le pied de la transition. Aussitôt après la mise en place de la transition, nous avons adopté un texte, un code domanial et foncier qui traite certaines difficultés. Des difficultés auxquelles le nouveau texte adopté devrait apporter des réponses pour soulager nos compatriotes et faciliter leur mobilité. Ouagadougou, Brahma Traoré, Adama Kamara pour l'ORTM. Au Niger, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine est de retour de sa tournée diplomatique qu'il a conduite en Russie et en Iran. L'objectif de cette tournée, c'était la recherche de nouveaux partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Pendant son séjour dans ces deux pays, Ali Mahaman Lamine Zeine a signé plusieurs accords dans les domaines de l'énergie, de la santé et des finances. Au Ghana, le parti présidentiel organise aujourd'hui ses primaires dans la perspective des élections prochaines. Ils sont au total 326 candidats, tous les députés qui participent à ces primaires. Un scrutin décisif qui définira en partie la stratégie du nouveau parti patriotique NPP en vue des élections présidentielles et législatives du 7 décembre 2024. Le nouveau parti patriotique NPP au pouvoir depuis 8 ans, va-t-il renouveler ses candidats? C'est la grosse interrogation. En tout cas, c'est une opportunité d'être compétitif face à l'opposition qui est donnée en tête des sondages selon plusieurs observateurs de la politique ghanéenne. L'Afrique du Sud a accueilli avec beaucoup de ferveur hier le jugement rendu par la Cour internationale de justice dans l'affaire qui l'oppose à l'État d'Israël. Le verdict de la Cour internationale de justice exige à Israël de prévenir tout éventuel acte de génocide dans la bande de Gaza. La Cour a également partagé son inquiétude en exhortant notamment Israël à permettre l'accès de l'aide humanitaire à Gaza. Selon les responsables de l'ANC, c'est une victoire pour le parti. Rappelons que l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice en décembre dernier, estimant que Israël commettait un génocide à Gaza. Retour à l'actualité nationale. En troisième région, Sikasso, c'est sous le signe de la cohésion sociale et de l'unité nationale que s'est ouvert les activités de l'édition 2024 du FEMAS Festival Mamelon Sikasso. Pendant quelques jours, la capitale du Kénédougou va vibrer au son et au rythme de l'art urbain, du développement social et de l'intégration des peuples à travers plusieurs activités culturelles, commerciales, artistiques et sportives. Le point, c'est avec Moussokoro Sérémé. Le FEMAS, Festival Mamelon Sikasso, est un événement culturel à caractère touristique axé sur les valeurs traditionnelles et les modes de vie du Kénédougou. Pour cette 4e édition, les initiateurs ambitionnent de promouvoir l'art urbain comme vecteur du développement de l'industrie culturelle au Mali, mais aussi de contribuer à l'essor de l'économie locale à travers la semaine commerciale et minière de Sikasso. Sayon Kone, directeur du FEMAS. De mettre en lumière le savoir-faire des artisans, également des commerçants locaux, également étrangers. Un festival, donc c'est un facteur de rassemblement
des gens qui viennent d'ailleurs, de beaucoup d'horizons. Donc nous avons placé ces festivals cette année, l'édition de cette année, sous le signe de l'unité nationale et de la cohésion pour soutenir les autorités de la transition. Le FEMAS sera consacré à des concerts géants, des ateliers d'échange et de formation dans le domaine de l'art urbain, des manifestations et animations commerciales, ainsi que des activités ludiques et sportives. Une véritable opportunité d'affaires et de découverte qui promeut le développement économique de la région, diront les autorités politiques et administratives. Drissa Koulibaly, premier adjoint au préfet du cercle de Sikasso. Ce festival n'est pas seulement un événement culturel, c'est un vibrant témoignage de notre riche héritage, un symbole de notre identité et un puissant moteur de notre développement régional. Il stimule le tourisme, valorise nos produits locaux et encourage les échanges commerciaux. Le rendez-vous du donner et du recevoir enregistre cette année la participation de plus de 200 exposants. D'ici et d'ailleurs, Sikasso, Msokoro Sereme et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Ce générique annonce la page sportive de ce 13h la mi-journée où on parlera essentiellement de la 15e journée du championnat national de football Ligue 1 au plan national qui a démarré hier après-midi et va se poursuivre à 4 rencontres. Déjà hier en ouverture, l'AS Real de Bamako a assuré le minimum 1-0 face aux 11 créateurs de Nyarila. Sur le continent, c'est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui retient l'attention, notamment le début des huitièmes de finale prévu cet après-midi avec deux affiches alléchantes. À 17h, on aura Angola-Namibie, le choc des équipes de l'Afrique australe et deux mastodontes du continent vont s'affronter à 20h. Il s'agit du Nigeria et du Cameroun. Les deux pays partagent 8 Coupes d'Afrique des Nations, 84, 88, 2002, 2000 et 2017 pour le Cameroun. Quant au Nigeria, c'est 80, 94 et 2013. Le point de toutes ces affiches, c'est avec Famoro Durté. Le Cameroun espère enfin lancer sa compétition. Pour ce faire, il devra se défaire du Nigeria qui a traversé sa poule sans difficulté avec 2 victoires et un match nul. Victor Osimhen compte sur cette rencontre face au Cameroun pour briller. Les Super Eagles du Nigeria et les Lions indomptables du Cameroun vont se rencontrer pour la 8e fois en Coupe d'Afrique des Nations de football. Le bilan des confrontations à la CAN entre ces deux géants du football africain est actuellement de 3 victoires pour le Nigeria, dont les 2 derniers matchs, 2 succès pour le Cameroun et 2 matchs nuls, dont un sacre du Cameroun au tir au but. Le Nigeria et le Cameroun se sont affrontés 3 fois en finale de la CAN par le passé. À chaque fois, c'est le Cameroun qui remporte le titre. Mais les Lions indomptables n'ont jamais battu les Super Eagles à la CAN hors finale. Motif d'optimisme en revanche hors CAN, après une disette de 21 ans, le Cameroun est enfin parvenu à battre à nouveau le Nigeria en match amical à Vienne en 2021 1-0, leur dernier affrontement en date. Au-delà de cet aspect historique, les Camerounais cherchent à se racheter après un premier tour décevant. Nigeria-Cameroun, 2e 8e de finale de la CAN 2023, c'est ce samedi 27 janvier 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le coup d'envoi est prévu à 20h GMT. Un peu plus tôt, c'est l'affiche Angola-Namibie qui donnera le ton des 8e de finale de la CAN 2023. Les Palancas Negras d'Angola ont laissé une impression très positive lors de la phase de groupe en obtenant un bon résultat contre l'Algérie 1-1 d'entrée de jeu. Ils ont maintenu leur dynamique en enregistrant des victoires face à la Mauritanie 3-2 et au Burkina Faso 2-0. Ces performances leur ont valu la première place du groupe D. L'équipe dirigée par Pedro Gonçalves ne pouvait espérer un meilleur classement avant d'aborder les 8e de finale. Une autre équipe surprise à ce stade de la compétition se dresse sur le chemin de l'Angola. Il s'agit de la Namibie. Les Braves Warriors ont créé la surprise en venant à bout des Aigles de Carthage de la Tunisie 1-0, leur première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Malgré une lourde défaite contre l'Afrique du Sud lors de la journée suivante 4-0, la sélection namibienne a ensuite arraché un point contre le Mali 0-0, lui permettant de terminer à la 3e place du groupe E. Les Braves Warriors ont ainsi décroché leur place en 8e de finale en tant que l'une des meilleures équipes classées 3e. Ils joueront donc sans pression. Le coup d'envoi sera donné à 17h GMT au Stade de la Paix à Bouaké. Toujours en football, mais cette fois sur le plan national, la 15e journée du championnat de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec 4 matchs. Les oppositions sont AS Police ATS de Koro, Black Star Djoliba AC, US Bougouni Afrique Football Elite et AS Bakarijan USFAS. Le coup d'envoi de toutes ces rencontres est prévu à 15h45.
En ouverture, ce vendredi, l'AS Real de Bamako a repris la tête du championnat avant le match ASCO Stade Malien de Bamako grâce à sa victoire 1-0 sur 11 créateurs. Le Real de Bamako a dévancé de 2 points au classement son premier poursuivant, le Stade Malien. Quant au club de Nyarela, suite à cette défaite, il peut perdre 3 places au classement à l'issue de la 15e journée qui rendra son verdict ce dimanche avec 3 rencontres. 13h23, Dramane Région Kai, c'est la fin de cette session de la mi-journée qui vous a été présentée par Ousmane Dao. Mise en nom, Alimata Ouattara. Mise en ligne, Sekou Traoré. Réalisation, Dossier Babagara. Prochain radio avec l'actualité, c'est à 19h30. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Et puis, il y aura également le journal interrégional qui vous sera présenté par Youssouf Traoré. Moi, je vous retrouve demain, dimanche, 9h, toujours avec le même plaisir de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir, bon après-midi et bon week-end à toutes et à tous.